Get started. Welcome, my dear Paul. Thank you, Gilles. Merci beaucoup. So, born in Paris, France, to West African parents, Paul Keke spent her early childhood in France, the Congo, Brazzaville, and Togo, country of origin of her father. She graduated in translation and conference interpreting from the Institut Supérieur d'Interprétariat et de Traduction. Also holds a master's degree in conference interpretation from the same institution, ISIT. She was invited to the interpretation service at the European Commission in Brussels, where she became a permanent staff interpreter. She then went on to work as a staff interpreter for the United Nations in New York. How long was that? For how many years? 3 years, from 1996 yes. to 1999. 96 to 99. In New York. In New York. Yes, and then she joined the European Commission again in Brussels. She founded the non-for-profit organization Daraja La Africa, I hope I pronounced it well, that dedicates itself to raising money to support small development projects, initiatives on the continent, and helping deserving individuals, including students, achieve their ambitions. My dear Paul, welcome to Ecosphere Instagram Live. Thank you very much, Gilles. Merci beaucoup, Gilles, pour cette invitation. Merci à Ecosphère. C'est vraiment un honneur et un privilège de participer à ces séries de discussions, de prises de parole. C'est un programme qui me semble utile, intéressant, enrichissant. Donc, merci à ces promoteurs. Merci à toi, Gilles. Merci, Paul. And as somebody just said, she rocks, ladies and gentlemen. Listen to this interview. So you were born, so for those who just arrived, I will ask the questions in English, Paul will speak in French, and I will do summaries of her thoughts. And you can always pick up, Paul, as you're totally fluent as an interpreter, if I miss anything. So, you were born in Paris, France, of West African parents, as I said a minute ago. Your LinkedIn profile says that you are a conference interpreter at the European Commission, president of ASPL, Daraja La Africa, focal point to PAMSIT EU, curious about PAMSIT. Paul, what is your story? My story. Mon histoire, en fait, c'est l'histoire d'une personne qui, depuis son plus jeune âge, a été intéressée, intriguée par les mots, par la langue, par les langues. J'étais littéralement sous le charme des mots. Je me rappelle que dans mon enfance, je répétais des mots dont je ne connaissais pas la signification, mais que je trouvais mélodieux, que je trouvais jolis. J'ai aussi été très vite exposée à la diversité linguistique, à commencer par mon milieu familial. Donc, comme tu l'as bien dit, je suis née à Paris. De même que mes frères et sœurs, mes parents se sont rencontrés là, se sont mariés là, n'avaient pas la même langue maternelle. Donc, la lingua franca de la famille, c'était le français. L'idiome de notre pays de résidence, c'était le français aussi. Mais de temps à autre, j'entendais mon père parler Ifé, qui est le Yoruba parlé au Togo, avec ses frères, ses cousins. J'entendais ma mère parler le Mina de sa propre mère, ou le Fon, donc langue du Dahomey de son père. Et déjà, j'étais curieuse de ces différents univers linguistiques qui se côtoyaient. Et j'avais envie de percer leurs secrets. Mon père nous a ensuite emmenés nous installer au Congo-Brazzaville, là où il travaillait à l'université. Et là, j'ai découvert un autre univers linguistique. Quelques années plus tard, on s'est installé au Togo, où mon père a pris un poste à l'université. Là aussi, j'ai été émerveillée de découvrir une autre palette de langues et ça me donnait envie d'apprendre différentes langues. J'étais très vite consciente de la puissance des mots, de leur pouvoir d'évocation. Et cette passion pour les mots, pour les langues, ça a été un peu le fil rouge de mon existence, puisque ça a motivé mon choix scolaire. J'ai choisi la filière linguistique au lycée. Ça a motivé mon choix d'études supérieures, puisque j'ai décidé de devenir
de faire des études d'interprétation et de traduction. Et finalement, voilà, la carrière que j'exerce depuis plusieurs décennies, c'est une carrière dans laquelle j'ai la chance d'être entourée de mots, de langues et de manier ces mots et ces langues que j'aime tant. So, words have always been part of her livelihood, her life, and her family environment. Very early, she traveled to different countries and learned to be exposed to languages that attracted her. She went to and learned a language of her father, Ife, which is a language that is spoken in Nigeria. She went to Congo, and then she went to Togo, which is the country of her father. Sorry, Ife, is your mother or your father who is from Nigeria? Your father, right? So my father is Togolese. Ife. He's Togolese, and it's a Yoruba subgroup, I would say. Okay, Yoruba. Okay, so Yoruba, he was exposed to the Congolese language, and then she was exposed to the Togolese language, country of birth of her father, and she enjoyed that, and therefore she followed a path at school that was related to words, to literature, and then she did the same at university, and for now, she said decades. But ladies and gentlemen, when you see her face, you can't believe that it's decades. She has been an interpreter at the European Commission. Thank you, Paul. What is the biggest opportunity that you have faced in life? Why would you consider that the biggest opportunity? And what changes, what shifts has it created in you, in your ecosystem? Alors ça, c'est une question un peu tricky parce que dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'opportunités. Je crois que je suis quelqu'un de très chanceux et que les opportunités ont été des tremplins qui ont mené à d'autres opportunités. Donc, je réfléchis à cette question et je ne pense pas que je sois capable d'établir un ordre de hiérarchie parmi les opportunités que j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie. La première, ça a peut-être été le fait de rencontrer, lorsque je faisais mes études d'interprétation, donc lorsque j'étais en dernière année, j'ai travaillé bénévolement pour un groupe de séminaristes de l'Institut catholique qui allait interviewer un prêtre appelé Jean-Baptiste Metz, qui était un théologien de la libération. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce mouvement de théologie de la libération, c'était surtout en Amérique latine. Donc, je les ai accompagnés, j'ai traduit, c'était en Allemagne, j'ai traduit pour eux, ça a duré 3 jours, c'était très difficile, mais c'était aussi passionnant, c'était impressionnant d'être en présence de ce prélat. Et lorsqu'on est rentré à Paris, ce séminariste camerounais qui faisait partie du groupe m'a dit « Si ça t'intéresse, quand tu as terminé tes études, contacte-moi. » Et je te mettrai en contact avec mon cousin qui est interprète aussi et il te parlera un petit peu du métier et il pourra te guider pour le début de ta carrière. Et aussitôt dit, aussitôt fait, quelques mois après, je terminais mes études, je reprenais contact avec ce monsieur et il me mettait en contact avec son cousin, effectivement. Donc, je rencontrais son cousin à Paris. Et après avoir un petit peu échangé, son cousin, qui était monsieur Valentin Mbarga Indi, un grand interprète, vraiment un grand monsieur de la profession, paix à son âme, qui est parti beaucoup trop tôt, mais c'était vraiment une star reconnue universellement dans la profession d'interprétation. On a discuté, il m'a donné quelques conseils et il m'a dit j'aimerais bien te tester, voir ce que tu es capable de faire en interprétation après. À l'issue de tes études, on a fait quelques petits exercices et suite à ça, il m'a dit, tu sais, en fait, je suis à Paris parce que je viens de passer le concours du Fonds monétaire international. J'ai été recrutée et par conséquent, je libère mon poste à Bruxelles. Alors, si tu veux, tu devrais te présenter pour passer le concours d'entrée au secrétariat général des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour me remplacer. Et je lui ai dit, non, ça c'est impossible, je sors de l'école, je suis toute petite, je ne vais pas aller me présenter à un concours et me ridiculiser. Et il m'a dit une chose qu'il ne faut jamais me dire, c'était, tu te dégonfles, tu n'es pas capable. Je fais, bon, si tu le prends comme ça, allons-y.
Et je suis allée passer ce concours et c'était une chance parce que je l'ai réussi et que quelques semaines plus tard, je commençais ma carrière d'interprète de conférences dans les organisations internationales. Et ce choix a mené à d'autres. De là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer la directrice du service d'interprétation de la Commission européenne, et je suis allée à la Commission, et de fil en aiguille. Donc voilà, disons que c'était l'opportunité qui a entraîné toutes les autres. Mais la première des opportunités, je parle très longuement et je plains mon interprète. La première des opportunités, ce serait manquer à mon devoir de ne pas la mentionner. C'est en fait mes parents qui m'ont offert la possibilité d'étudier, les conditions d'étudier et de réaliser mon rêve d'être interprète. So, ladies and gentlemen, it is a difficult thing to be the interpreter of the best interpreter that I know of on the planet Earth, but I will try. When she was still a student, she met a priest, Jean-Baptiste May, who she was asking some advice, and who said, well, if you are interested, you could come with us to Latin America. And over there, she had a really good time. And another discussion where he suggested to meet his cousin, Valentin. What was his last name, full last name, Valentin? Valentin Bargandi, who's actually the cousin of one of the young priests whom I accompanied in a group of young priests who went to interview the priest, Jean-Baptiste Metz, who was in Germany, not in Latin America, but he was in Germany. In Germany, okay, okay. So the encounter with Jean-Baptiste Valentin was significant because Valentin was leaving his position as an interpreter for the ACP, I think it is called, if I remember. And the ACP, because he had just been engaged by the International Monetary Fund as an interpreter. And he therefore decided to ask Paul to apply for the position. And she said, me? No, I just came out of school and I am not capable of taking such a position. So this is not for me. And the thing you have to know about Paul, which I know, is if you challenge her, she picks up the challenge really quickly. He challenged her, and she just said, if that's the case, if you think that I'm too small for it, let me go for it. And she was recruited at the ACP. Then she met other people at the European Commission, which allowed her to have other opportunities and work there. But the first opportunity was given by her parents, who kindly financed her studies and really followed all her desires to be an interpreter. Thank you for that, Paul. So when I think of you, of your brand, my friend, the following words come to mind. Super bright, both intellectually and through this smile of yours that everybody can see. Great human insights and empathy, a generous heart, excellence at your core, a soul sister, of course, modest. So I have a couple of questions for you. What words would you use to describe who you are and why you are effective at what you do? And then what skill sets do you have to develop to be able to do what you do and excel in your field today? Well, I would say I'm good at communicating. I try to have some empathy. I like to understand people's minds. I like to build bridges. Yeah, and I'm curious. I like discovering different things. I like talking, so that's good when you're an interpreter. You have to like talking. Yeah, and about the skill sets I had to develop for my work, or that I developed through my work is, yes, communication, obviously, the capacity to listen attentively to what people are saying, to be able to convey their message as an interpreter,
but that also helps you when you're having a conversation with someone. Donc, écouter avec attention ce que disent les autres. Qu'est-ce que je dirais? Capacité d'analyse aussi, comprendre quelquefois ce que les gens veulent dire au-delà des mots qu'ils emploient ou peut-être même malgré les mots qu'ils emploient, que dire oui, je pense que c'est ce que ce métier m'a apporté, disons, qui m'a permis de développer des aptitudes qui étaient peut-être déjà présentes. So I'll translate the final part loosely. So the trade of interpreter has enabled me to acquire skill sets that were maybe already present or maybe not, and to really understand people beyond the usual and be able to interpret what they feel and mean. Merci, Paul. As an interpreter and a translator, as a translator and an interpreter operating at the highest level, you go through numerous events. Please talk us through some of your experiences. C'est intéressant d'être interprète de conférence à un certain niveau parce que la cabine d'interprétation ou quelquefois le siège qu'on occupe à côté de la personnalité qu'on interprète, c'est un observatoire idéal des débats des grands de ce monde. Et le fait d'exercer ce métier m'a donné accès, par exemple, je suis allée quelquefois, 2 ou 3 fois au Palais de l'Élysée, 2 ou 3 fois à Matignon, où d'ailleurs c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui m'a aidé à retrouver mon manteau qu'un majordome avait pris et que je ne retrouvais pas au moment du départ. J'ai accompagné une personnalité rencontrer le président de Tunisie à l'époque des attentats du Bardo. J'ai fait une visite privée avec le Premier ministre et le président du Conseil européen du musée du Bardo juste après les attentats de 2015. En 2017, moment de gloire, c'était au sommet Union européenne, Union africaine, et j'étais assise à la même table que les présidents Alassane Ouattara, Alpha Condé, le président Buhari du Nigeria, Angela Merkel. Donc voilà, c'est des choses intéressantes, c'est des lieux où tout le monde n'a pas accès et des lieux auxquels tout le monde n'a pas accès. Et c'est aussi assez grisant d'être au cœur de l'actualité pendant qu'elle se fait et de savoir, avant les journalistes, ce qui s'est dit et de savoir d'ailleurs des fois des choses que les journalistes ne sauront pas parce qu'on a décidé de les taire. Donc voilà, c'est assez grisant, c'est très intéressant, ça satisfait une certaine curiosité et c'est vraiment très intéressant. So the trade comes with a number of perks. So she has been able to go to the Palais de l'Élysée, the president's house in France, Matignon, Prime Minister's I'm going to call it house in France. Office, thank you. Office in France. And actually, the former Prime Minister helped her find her coat that a butler had, I don't know if it's called a butler, but that the clerk had actually misplaced, which was a funny thing. So she meets a number of leaders of the world, presidents in Africa like President Ouattara, Alpha Condé, Chancellor Merkel, at the African Union meeting in 2017. And she gets to places where other people may not be getting, and she gets to hear information that sometimes journalists will never hear because there is a decision not to share it with them. And so it is quite a fun and an interesting experience and feeling. For those of you who have just joined, the interview is conducted in French and I translate the few pieces.
And Paul is very empathetic with me because I make so many mistakes that she wouldn't take me in her team. Anyhow, let's carry on. What anecdotes, besides the ones you've just given us, could you share with us? I couldn't share a lot of anecdotes with you because, as you know, being an interpreter, I'm under oath not to reveal things that I have heard during my meetings. But yeah, some anecdotes of places I went. For instance, I don't know if you saw Mowgli or if you read the comic book Mowgli, Le Livre de la Jungle. And there's a place where he's playing with monkeys, I think, and it's featuring Angkor Wat, which is one of the seven wonders of the world. And well, I had the opportunity to have a private visit. Well, not I, but because I'm always, you know, the shadow following the the high-profile personality, so I get to see what they get to see. And they got a private visit of the Angkor Wat temple organized by the governor of Angkor Wat, and it was like really amazing. So these are the kind of anecdotes I'm allowed to reveal. Thank you for that. I guess the people who are French speakers understand English, as I know some of them. Let me get to my next question. In 2021, which is now, in most parts of the world, women do not have equal rights and equal opportunity, despite sometimes better skills than men. What do you think men could do to contribute to the improvement of the overall opportunities facing women, whether they are in institutions, organizations, or they are entrepreneurs? Bon, je pense que, enfin, si la question s'applique au métier que j'exerce, c'est peut-être l'un des métiers où cette discrimination n'est pas aussi marquée, parce qu'en réalité, c'est un métier où il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes interprètes. C'est certainement lié au fait que les scientifiques s'accordent à dire que les compétences linguistiques des femmes sont plus développées. Il paraîtrait d'ailleurs que le fœtus féminin, donc l'activité linguistique ou l'activité de l'apprentissage linguistique s'active dès le 6e mois de gestation chez le fœtus féminin, et que pour le bébé garçon, c'est après sa naissance. Donc, it gives us a certain edge. Non, et il y a quand même, il y a beaucoup de femmes qui exercent le métier d'interprète en Europe et aux États-Unis, qui sont les endroits où je l'ai exercé. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui exercent ce métier aussi sur le continent africain. Je pense que dans d'autres régions du monde que l'Europe ou les États-Unis, un mari ou un père répugnerait peut-être à laisser sa femme ou sa fille se balader sur la planète au gré des conférences et des réunions. Et je pense que les choses sont en train de changer. Et en tout cas, avec le programme PAMSIT, le Pan-African Masters Consortium in Interpretation and Translation, je vois qu'il y a tout autant de jeunes femmes qui s'inscrivent pour faire cette formation que de jeunes hommes. Donc, en tout cas, s'il y a des équilibres dans ma profession, ce déséquilibre est en train d'être gommé et l'équilibre est en train d'être rétabli. Sinon, de manière générale, que faire pour assurer une meilleure parité? C'est des conditions cadres à poser pour que la maternité, le fait de devoir s'occuper d'enfants ne soit pas une entrave pour une femme qui veut exercer une carrière professionnelle au même titre qu'un homme dans n'importe quel domaine. Il y avait un commissaire responsable des affaires sociales à la Commission européenne, Vladimir Spidla, d'origine tchèque, si je ne me trompe, qui disait que les femmes devaient obtenir une augmentation de salaire pour chaque année ou chaque période consacrée à la maternité et à s'occuper des enfants. Parce qu'il disait, oui, c'est simplement si les femmes font des enfants qu'on assure la survie de l'humanité, l'avenir d'un pays, la richesse d'un pays, et que au lieu de perdre des points, de perdre des grades, de régresser par rapport à leurs homologues masculins, on devait
les récompenser et leur faire accéder à des grades plus élevés. Ça aurait été une bonne idée, mais je crois qu'il est parti avec son projet. En tout cas, on n'en est pas encore là. Right. So, in my trade of translation and interpretation, the equal opportunity is more present, more pregnant, particularly in some parts of the world. But there are maybe more women attracted by that profession, maybe because baby, when you are in your mother's womb, it says that women, girls, at 6 months start really understanding what is being said, whereas men or boys start understanding the language and hearing what is said once they are out of their mother's womb. However, what could be done to improve the condition and the parity between men and women in general? Maybe we should go back to Vladimir. What was the last name? Vladimir Spidla, he was a European commissioner. Spidla, a European commissioner, who had a project of actually paying more, increasing women's wage for each year that they had to spend away for motherhood, because they contribute to humanity in general. Unfortunately, it seems that he's left the earth with his project. Is that right? He had a project, he had an idea. Maybe he didn't succeed in selling it. Yeah. But, you know, you never know. Maybe he planted a seed and maybe in some years' time we'll see that happen. Indeed, indeed. All right. So we have listeners around the world, from America, Europe, Africa, and Asia. What advice would you give to those among them who are inspired by you and would like to maybe, have a life and business that is in the same line as what you are doing, interpretation? Well, I would say follow your dream. If you want to do something, put your heart into it and do it. I don't know where people are listening from. I would say that for the African continent, I think it's really a continent where opportunities are there for whoever wants to become an interpreter, because there is more and more integration of the African continent. We're moving from, south-north relationship, trade relationship, to more south-south trade relationship, political integration, people-to-people contacts. And because Africa is such a vast continent and it's a multilingual continent, there is a huge need of qualified linguistic mediators, which is how we're called as interpreters. That's the scientific term. Donc oui, je pense que, en tout cas en Afrique, c'est un métier d'avenir. Je pense aussi que les jeunes Africains, les Africains de manière générale, grandissent dans des environnements qui sont polyglottes, qui sont multiculturels. Je sais que dans ma famille, il y avait Yoruba, Peul, Fon, Mina, et je sais que je ne suis pas une exception. Et donc, on est exposé à toute cette diversité culturelle, cette diversité linguistique. Les interprètes sont des passeurs, et ils passent d'un univers linguistique à un autre, d'un univers culturel à un autre. Et je pense que les jeunes Africains sont très aptes à faire ça. Et puis l'Afrique, c'est la tradition orale, ce sont les griots, ce sont les palabres, l'arbre à palabres. D'ailleurs, le baobab est mon arbre préféré, c'est pas un hasard. Et donc oui, je pense que si certains sont inspirés par une carrière dans l'interprétation, certainement en Afrique, que je connais le plus, ou ailleurs, il faut s'y lancer. So follow your dreams is, in a nutshell, the message. If people are listening from Africa and wherever you're listening from, follow your dreams. But if you're coming from Africa, just in a nutshell, the key points of Paul's message, you just come from a multicultural and a polyglot, multilinguistic environment. In her family, they were speaking Peul,
Togolese, I'm going to call it this way. Was it Mina? I guess it was Mina. Yoruba, Mina. Yoruba, Mina. And she was not exceptional. In most African families, there are 3, 4, 5 languages that are being spoken. Therefore, it's a natural ground. But the key message is follow your dreams. So Paul, building on this, tell us a little bit about PAMSIT. What is this organization? Alors, le PAMSIT, c'est, comme je l'ai dit, un consortium de master panafricain en interprétation de conférences et en traduction. C'est un programme qui a été lancé, l'initiative vient des Nations Unies et plus précisément du Bureau des Nations Unies à Nairobi, United Nations Office in Nairobi. Et l'idée, c'était de former la relève des traducteurs et des interprètes de conférences sur le continent africain, justement parce qu'on assistait à l'émergence de cette vague d'intégration en Afrique et à la nécessité pour les Africains de ce vaste continent de pouvoir communiquer dans les enceintes régionales. Le programme a donc été lancé. On a constitué un réseau d'universités d'excellence. Ça a commencé, la première c'était l'université de Nairobi, une université au Mozambique, Universidad Pedagógica de Maputo. Ensuite, une université à Accra, University of Ghana, Legon, et je vois qu'on a une brillante diplômée de Legon qui est présente et qui assiste au débat. Bonjour Béa. And il y avait, there was also a university in Cameroon, who is actually the oldest university delivering, offering a master's program in conference interpreting and translation, which is the University of Buea in Western Cameroon. So we set up a network of universities offering these masters that we sponsored, these masters of excellence. And these universities had to apply the same curricula that had been devised with the help of the sponsors. We were trying to give support for tuition to the students, to support mobility in among the network, so the students could go to different universities, inviting them over also to the European Commission in Brussels. Yeah, so it lasted for almost 10 years, and right now we're in a phase where the training that we give is still going on, but financial support has been discontinued, and I hope it will be carried on. Now what we need is for African organizations to join and continue supporting this program, which is extremely useful for them as well, primarily, I would say. Expectedly, this is the most bilingual interview that we've conducted since the beginning. Sorry. I'm so glad that you switched back to English, so you've given the essence. Thank you so much. Speaking to, well, one thing is, I want to get from you the essence of public speaking. You are a top interpreter on the world scene, and you also speak publicly. What do you have to say about being the voice of others, and what public speaking tips could you give to our audience? Okay, I'm the voice of others, so that's a little bit different than if I was speaking for myself. But I think it takes the same skills. To be the voice of others, I have to be able to listen, to really listen attentively to what they want to say, to catch the nuances of their discourse. So what I need as an interpreter is a perfect understanding of the language that they speak, which is the language of departure, that's how we call it, and then a perfect mastery of the language of arrival, which in my case is French. So that's, you know, how I'm able to really convey somebody's message. Mais de manière générale, et c'est pour ça que j'ai insisté pour que cet entretien se déroule en français, et le conseil que je donnerais à ceux qui prennent la parole en public, c'est, dans la mesure du possible, si cette possibilité vous est offerte, de ne pas hésiter à parler en français. Parce que c'est une langue qui est
exprimez-vous dans votre langue maternelle ou dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, parce qu'il n'y a que dans cette langue que vous êtes en mesure de faire passer votre pensée, vos messages, vos convictions avec force, détail, subtilité, nuance. C'est la langue qui est une langue spontanée pour vous, c'est la langue qui coule de source, qui coule de la source, je dirais. Et la langue maternelle, on dit que c'est la langue dans laquelle on prie, on rêve et on jure. Donc, voyez pour vous-même quelle est cette langue et lorsque vous prenez la parole, exprimez-vous plutôt dans cette langue que dans une autre. Et parenthèse, pour l'interprète que je suis, c'est beaucoup plus facile de traduire quelqu'un qui parle sa langue maternelle que de traduire quelqu'un qui parle une autre langue, sauf si bien sûr il maîtrise cette langue à la perfection. Mais lorsque des gens s'expriment dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait, pour les interprètes, c'est un double travail. D'abord, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Donc, premier travail de déchiffrage et ensuite un travail d'interprétation. Ah, il a voulu dire ça, donc je vais traduire ça plutôt que ce qu'il a dit de manière maladroite. Paul, I'm going to give you a task. For you to repeat that in English. For you to interpret that in English. You have such a way with words that I wouldn't want to misinterpret a couple of things here. Yeah, I was saying that my advice, not like I'm doing right now, but my advice when you take the floor in public is when that is possible, to speak your mother tongue or the language that you master best, because that's the only way for you to convey your message fully with all its details and nuances, and that's how you're able to convince somebody of the rightness of your ideas. And I think the mother tongue, that language, is a language that comes from the source, from the heart. You're not only talking with your brain, you're also talking with your heart, and that's how you're able to impress on people, I would say. It's a spontaneous language, and they say that the mother tongue is the language in which you dream, you pray, and you jure, and you, like when you're not happy, when you curse. So work out which language that is for you and use it whenever you can when you have to take the floor in public. You don't need the stress of using another language that's not your mother tongue and that's you're not that familiar with. And I was also adding that for us interpreters, it's much more easier to interpret somebody who is speaking in their mother tongue than somebody who's using a borrowed language that they don't really master, because sometimes they use phrases and words, and we first have to decipher what they actually meant. And then we try to translate what they meant and not what they said, wrongly. So this is me interpreting myself. Very interesting exercise. Excellent. It's amazing the memory that you have of everything that you say. So, speaking to your younger self, Paul, with the knowledge that you currently have, what are the 3 essential pieces of advice that you would give yourself in order to start your career? I would say be open. Like I said, follow your dreams. I think I did. But then be open. You can make plans, but don't be like stuck in your ways. And sometimes you make plans. But yes, people say that life is what happens while you're making plans and looking the other way. So sometimes we were talking about opportunities before. So keep your eyes open to opportunities, even though they don't seem to really fit with the plans that you had for the future. Because yeah, I think that's, that's a good advice, because I was a planner. Like, I'm going to do this and that and the other. But a lot of good things that happened in my life came totally by chance. Though I don't think that chance exists. So these things were meant to be, and these opportunities were meant to be taken. And I'm happy that, I let go of my plans and decided to follow these opportunities. Also, be on a listening mode, keep your eyes open.
sometimes advice will come from people that you wouldn't suspect they could give you good advice, but there you go, they can. And yeah, and have faith in yourself and in your destiny, in a way, in, you know, what can happen. Be optimistic. I started this interview by saying how brilliant, intellectually, but also from a smile, from a presence, from an aura, Paul is, and I from the messages that you're putting in, all the hearts that are coming out, I can tell that people agree with me. So we're coming to the end, my dear Paul. What is your final takeaway for our friends who've been listening attentively to the interpreter that I absolutely vow to? You. Well, for my closing remarks, I'll revert to French because I actually decided not to improvise. Et en fait, je voudrais terminer sur quelques maximes auxquelles que je souhaiterais tordre le cou. Bon, on est dans un programme sur la parole publique et il y a beaucoup d'expressions idiomatiques avec la parole. Ça va être très dur pour l'interprète. Donc, par exemple, on me disait toujours, parce que j'étais très bavarde, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et je m'inscris en faux par rapport à cette maxime. Être un bon communicateur, ça vaut vraiment son pesant d'or. C'est de l'or en barre d'être un bon communicateur parce qu'avec la parole, on peut motiver, on peut entraîner, on peut inspirer. On peut manipuler aussi si on l'utilise à mauvais escient, ça il vaut mieux éviter. Mais la parole, c'est une compétence extraordinaire et je pense que les gens se souviennent plus de ce qu'ils ont entendu que de ce qu'ils ont lu. La deuxième maxime à laquelle je voudrais tordre le cou, c'est les paroles s'envolent et les écrits restent. Alors les paroles ne s'envolent pas du tout. Moi, il y a des choses qui m'ont été dites par des personnes importantes dans ma vie et ces choses me suivent jusqu'à maintenant, des choses qui m'ont été dites il y a des années, mais elles résonnent tous les jours dans ma tête comme des mantras, comme des slogans et elles m'inspirent et elles m'inspirent et elles me motivent. Et alors la troisième maxime, enfin c'est pas vraiment une maxime, ce sont des expressions. Puisque la parole est tellement importante, il ne faut pas parler à tort et à travers. Il faut l'utiliser avec mesure, avec circonspection. Il faut peser ces mots et éviter que nos mots ne dépassent notre pensée. Si on veut dire quelque chose, on le dit, mais c'est un peu triste de devoir dire « je n'ai pas voulu dire ça ». Donc, je pense qu'il faut réfléchir avant d'utiliser la parole. La parole, elle peut être une source de bénédiction, mais elle peut être aussi une arme qui blesse. Et donc, c'est à utiliser avec sagesse. Excellent, thank you. I'm going to try my best on these three sayings that Paul wanted to twist. There is an expression that says, la parole est d'or. I would say words are silver. Words are silver. But silence is gold. Is gold, thank you. Words are silver, but silence is gold. Actually, speaking and the words is a competency that's really, really useful. And remember that you have to use it to be impactful to the world, loosely translated. Les paroles s'envolent et les écrits restent. The words fly, my words fly up, my thoughts remember below, that's Shakespearean. Words without thoughts never to heaven go, but this is not what Paul said. But my words fly up and the word that I write stays. And this is not a message that she actually believes in because she remembers very vividly every day some messages that were transmitted verbally to her.
And then the last one is, since the word is so important, you have to use it in a measured way and avoid that your words go beyond your thoughts. And I think you agree with that. Is that correct? Say what you mean and mean what you say. Say what you mean and mean what you say. Paul, this was a blessed and really, really inspiring moment. I really thank you. But before I give my final thanks, let me announce to everybody who's attending today and everybody who's going to be watching this over the next 7 days, that next week again, we will have an extraordinary person, actually one of the leading artists on the continent of Africa, somebody who is partially from your country, as you have also Beninese background, no other than Romuald Azoumé, who will be interviewed by Nadia. And so please make sure that you're here, just as you were absolutely inspired, ladies and gentlemen, for being here today. You will agree with me that it was inspiring. Paul is an unbelievable person. I'm happy that you are in front of the scene instead of behind the scene today. So merci mille fois, Paul, du fond du cœur, d'avoir été parmi nous. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, Gilles. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci pour les messages encourageants qui n'ont cessé de défiler sur l'écran. Et bonne continuation à tous et à bientôt quelque part sur le globe. Oui, bonne absolument. Let me read these few messages to finish. Totally agree with what we were saying. Thank you very much for this interview. It was fabulous. Génial, je ne sais pas si on traduit ça comme ça. What a lovely and generous smile. Thank you for the pearls of wisdom. Very inspiring. Her smile is a blessing, absolutely is. I've been blessed with it ever since we were students. Well, this is for another day. Our family knew each other, so I was blessed to get to know her. Merci, Paul. Thank you, Paul. You are awesome as usual. Thank you. Take good care of yourself, and everybody stay safe. Be well. Remember, this is still an environment that is hostile from a pandemic standpoint, so be careful of yourselves and of others. We love you and love you too, Paul. À bientôt. À bientôt. Merci. Le mot de la fin, always so much great insight from Maman Paul, his mother, so much wisdom to share. Take good care of yourselves. Goodbye, everybody. Merci. Merci, mon fils chéri. Bye. Bye.